La nuit du jazz et du polar. L'histoire insolite et captivante d'un mariage de déraison où l'on tire sur les pianistes autour de minuit. Une histoire en double croche, racontée par Bob Garcia et ses invités. Tous les 4e mardis de chaque mois, de minuit à 6h du matin, sur IDFM 98. Alex Terrier, vous connaissez désormais son nom, c'est notre correspondant à New York et c'est avant tout un excellent saxophoniste alto. Il est à l'honneur aujourd'hui dans la nuit du jazz et du polar et il nous raconte son parcours incroyable depuis le conservatoire en France jusqu'à New York où il est installé actuellement et où il est parfaitement inséré dans le milieu jazzistique new-yorkais où la concurrence est plus que rude. Alex Terrier, bonjour. Bonjour Bob. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours entre le moment où vous avez commencé vos études musicales en France, ensuite vous êtes allé à la Berklee School de Boston et ensuite à New York. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu tout ça? Oui, alors je vais essayer de faire un condensé de mon parcours. J'ai commencé la musique vers 8-10 ans avec le piano. J'ai très rapidement dévié vers le jazz. Enfin, j'ai toujours étudié le classique. Le classique est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup étudié le classique, mais j'ai très vite su que ma musique de prédilection, mon parcours serait le jazz. J'ai étudié à Paris. J'ai fait notamment le conservatoire du 9e arrondissement. J'ai étudié un petit peu avec Sylvain Boeuf. J'ai passé une médaille à l'École nationale de musique d'Evry. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années à Paris en tant que musicien. J'ai aussi travaillé à l'Opéra national de Paris, à Garnier, à Bastille, mais en tant que copiste. Donc, je préparais les partitions de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Ça, c'était une époque très sympa. Et puis ensuite, je suis parti à Berklee. Enfin, c'était un projet que j'avais depuis que j'étais ado. Je savais que je voulais aller à Berklee et puis ensuite aller à New York. Donc j'ai passé le concours pour avoir des bourses de Berklee et de France. J'ai étudié à Berklee pendant 3 ans et ensuite je suis venu à New York. Et voilà. À Berklee, vous avez travaillé avec quel professeur illustre? J'imagine que vous avez dû en croiser quelques-uns. Bon, c'est pas toujours. Enfin, j'ai eu des super professeurs qui sont pas forcément. Je sais pas s'ils sont vraiment très connus. Bon, il y a George Garzon qui est connu pour notamment son groupe The Fringe, qui est un petit peu le gourou des saxophonistes de Boston. Donc ça, c'était indéniablement, il a été une énorme influence. Il a eu une énorme influence sur mon jeu. Ça, c'est indéniable il a ouvert des portes pour moi que je ne soupçonnais pas avant de le rencontrer. Donc je dois vraiment lui rendre hommage pour ça. Enfin, en tout cas, le remercier pour ça. Ed Tomasi était également quelqu'un qui a marqué mes années à Berklee. Il était un saxophoniste, il joue pas beaucoup, il fait partie de ces gens qui musicien extraordinaire, professeur extraordinaire, mais je crois qu'il était un petit peu désabusé par les difficultés de la vie de musicien professionnel et les difficultés, les différents problèmes qu'un musicien professionnel peut trouver. Donc il jouait pas énormément, il ne se produisait pas énormément. Et donc à chaque fois c'était un petit peu l'événement quand Ed Tomasi faisait des concerts sur la région de Boston, parce qu'il faisait partie aussi un peu de ces gourous. Tout le monde essaye de prendre des cours avec lui. Je sais pas s'il enseigne encore à Berklee parce que ça fait quand même quelques années. Mais en tout cas, c'était un super professeur. Il enseignait aussi l'harmonie. Donc j'ai énormément appris avec lui. J'ai aussi énormément appris avec le tromboniste Al Crook,
qui est un musicien aussi vraiment extraordinaire. Et un professeur il a réussi vraiment à conceptualiser toutes les facettes de la musique. Et la première fois que vous allez le voir et vous jouez, vous écoutez pendant 5-10 minutes et c'est un peu comme un docteur, il fait un check-up de votre jeu et il vous dit voilà ce qu'il trouve, ce qui va bien, ce qui va pas bien, et il vous donne et il a vraiment toutes les clés pour vous aider à vous améliorer. Et c'est vraiment, enfin, c'était un très bon prof. Et il y a également Greg Hopkins, qui est un trompettiste et qui est un trompettiste, arrangeur et compositeur vraiment extraordinaire. J'ai pris des cours de composition et d'arrangement pour big band avec lui, et il écrivait des arrangements pour le big band à une rapidité et avec une aisance vraiment incroyable. Enfin, il écrivait des arrangements en classe là devant tout le monde, sans piano, sans rien. Il avait vraiment une maîtrise de l'arrangement qui était incroyable. Il dirigeait également le Berklee Jazz Orchestra, dans lequel j'ai eu la chance de jouer pendant quasiment tout mon passage à Berklee. Et ça aussi, ça a été un moment fort de mes années à Berklee, puisque on travaillait beaucoup avec des invités. Alors on a eu Jimmy Heath, on a fait des concerts avec Jimmy Heath, on a fait un concert avec Bob Minzer. On allait souvent en concert, enfin il organisait des mini-tournées avec le Big Band. Donc c'était vraiment une super époque, et j'ai beaucoup appris avec Greg Hopkins. Ok, vous avez devancé quelque part ma question, puisque j'allais vous demander aussi, bien sûr on apprend beaucoup d'un point de vue théorique dans ce genre d'endroit, mais on fait aussi des rencontres de musiciens. Est-ce que les rencontres que vous avez fait à cette époque-là, à la Berklee School, ont conditionné votre carrière à venir ? Alors évidemment oui, et ça l'a conditionné plus effectivement par les gens que j'ai rencontrés, les autres élèves que j'ai rencontrés, que vraiment enfin d'une manière vraiment purement professionnelle, puisque bon les professeurs évidemment ont une influence sur moi en tant que musicien, donc ils ont plutôt eu une influence artistique, mais au niveau de ma carrière, c'est effectivement ça qui est, je pense, l'atout principal de Berklee, de toute école en fait, en général, hein, c'est les gens que vous allez rencontrer. Parce que on s'en rend pas compte, hein, moi je m'en suis rendu compte bien après. Les gens que j'ai rencontrés, il y a certaines personnes qui ont des carrières extraordinaires. Il y a des gens qui sont devenus des stars, pas forcément. Parfois les gens ont des parcours qui peuvent être surprenants. J'ai notamment un copain qui était tromboniste dans le big band de jazz avec Greg Hopkins, et qui est devenu une pop star à Los Angeles. Donc, et je pense que lui-même était à des années-lumière de s'imaginer qu'un jour il deviendrait une pop star et qu'il chanterait, puisqu'il était vraiment tromboniste de jazz. Mais donc voilà, ça c'est un peu il y a des surprises comme ça. Et effectivement, j'ai rencontré des gens là-bas qui sont devenus des amis, et j'ai des amis sur les 5 continents. Donc c'est je vais en Amérique latine, j'ai des copains que je connais depuis Berklee. Je vais en Asie, j'ai des copains que je connais depuis Berklee. Je vais en Europe ou n'importe où. Ça a vraiment créé des contacts qui, je pense, n'auraient pas été possibles, ou en tout cas plus difficiles à faire si je n'avais pas été à Berklee. Ensuite, donc vous terminez Berklee, vous décidez directement d'aller à New York et vous vous installez à New York.
Ça, comment se fait la transition? Comment vous entrez dans le monde du jazz? Je dirais, vous étiez déjà probablement un petit peu avant, puisque vous deviez sans doute faire déjà des concerts pendant Berklee, mais l'arrivée à New York et l'introduction dans le monde du jazz new-yorkais, comment ça s'est passé? Déjà, ça se fait un peu progressivement parce que quand j'étais à Boston, c'est pas très très loin de New York. Donc quand j'étais à Boston, souvent on prenait le bus. Il y avait un bus chinois qui d'ailleurs existe toujours, hein, qui est un peu le moyen le plus cheap, le moins cher en français, de faire le trajet entre Boston et New York. Donc je me souviens, on allait souvent, on venait régulièrement à New York soit pour vraiment juste passer le week-end ou une semaine et aller voir des concerts ou éventuellement faire des concerts nous-mêmes. Donc ça c'était, on venait régulièrement quand même sur New York. Donc la transition, elle se fait quand même c'est pas abrupt. Puisque je venais souvent à New York quand j'étais à Boston. Ensuite, quand je me suis vraiment installé à New York, déjà j'étais dans une maison avec plein d'autres musiciens. On était 8. On était 8 copains de Berklee en fait. Donc voilà. Après on sort, on rencontre d'autres musiciens, on va en jam, on essaie d'organiser des concerts. Moi, j'ai toujours été plus leader que sideman. J'ai toujours un peu été la locomotive, donc j'ai mes propres projets. J'écris ma musique et voilà. Après, on fait le boulot. Hein, on contacte les clubs, on envoie des centaines d'emails. On a un très faible pourcentage de réponses, un encore plus faible pourcentage de réponses positives, mais c'est comme ça qu'il faut faire, hein, donc voilà. Apparemment ça a bien réussi puisque vous travaillez quand même avec le Mingus Big Band entre autres choses. C'est une superbe opportunité pour moi, superbe expérience. Déjà d'être plus ou moins connecté avec ce musicien extraordinaire qui est Charles Mingus, c'est quelque chose pour moi personnellement de très fort, parce que c'est quand même un musicien que j'admire beaucoup. Enfin, on peut indéniablement que constater l'influence et le talent de ce musicien. Et donc ce big band est tenu par Sue Mingus, hein, qui est la veuve de Charles Mingus, et donc c'est elle qui s'occupe du business de ce big band. Et ils partent en tournée, ils font des concerts, ils ont donc une résidence au Jazz Standard. Tous les lundis soirs, ils jouent au Jazz Standard, et c'est toujours des musiciens de haut vol, hein. Il y a souvent Alex Foster à l'alto, Mark Gross aussi à l'alto, Wayne Escoffery au ténor, Jason Marshall au baryton, Donald Edwards à la batterie, David Kikowski au piano. Enfin, c'est toujours des super musiciens. Donc c'est toujours pour moi une grande leçon de musique et un moment toujours extraordinaire pour moi. Vous apprenez tout le temps quand vous êtes à New York, vous avez le sentiment de progresser en permanence, d'apprendre tout le temps à l'extérieur? Oui, évidemment. Si un jour de toute façon, il suffit le jour où on pense qu'on a rien à apprendre, il suffit de sortir, écouter n'importe quel musicien pour avoir un coup de pied aux fesses, hein, parce que ici, voilà, il y a toujours meilleur que soi. Enfin, meilleur que soi. De toute façon, à un moment donné, on s'en fiche un peu. L'intérêt, c'est pas d'être le meilleur. L'intérêt, c'est de progresser soi-même et de trouver sa propre voie et d'essayer d'avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Après, effectivement, la difficulté, c'est de créer les opportunités vraiment professionnelles pour pouvoir partager son travail avec un public.
Mais en tant que musicien, oui, de toute façon, on sort, on écoute moi j'écoute de la musique tous les jours. Je vais voir des concerts quasiment tous les jours si je ne joue pas. C'est toujours un moyen de nourrir un peu son esprit, sa culture, rester un peu en contact avec les gens qui proposent quelque chose de différent, et d'essayer d'incorporer ça dans son travail. Donc effectivement, en tout cas moi je sais que tous les jours je travaille mon instrument, j'essaye de progresser. Je sais que ça c'est un truc que j'ai eu depuis adolescent. Je sais que tous les jours je dois améliorer quelque chose dans mon jeu ou dans mes connaissances. Tous les jours je dois soit améliorer quelque chose sur mon instrument, soit écrire un petit peu, même si c'est un tout petit peu de musique, une phrase, ou améliorer ma connaissance en lisant des bouquins, en lisant des revues. Enfin voilà, je sais que ça c'est quelque chose que j'ai, une routine de travail que je me suis forcé à avoir depuis très jeune. Quel genre de musique vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qui vous nourrit justement à propos de progression musicale? Ce que j'écoute, c'est évidemment du jazz. J'écoute beaucoup de musique classique. Quand je dis musique classique, c'est vraiment la musique européenne. Hein. C'est pas juste vraiment la période classique, puisque j'aime beaucoup Stravinsky par exemple. J'aime beaucoup Schoenberg. J'aime beaucoup Jean-Sébastien Bach. Enfin bon voilà. De toute façon, tout ce qui est, j'essaie d'être assez ouvert et d'écouter un large éventail de musique. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé de m'envoyer justement quelques sons, et vous m'en avez envoyé un bel échantillon là juste à propos de musique et un adagio. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Si je me souviens bien, ça doit être un adagio des quatuors à cordes de Beethoven. Parce que je vous ai envoyé ça il y a quelques jours, je me souviens plus exactement, et j'imagine que ça doit venir des quatuors à cordes de Beethoven. C'est adagio. Et Beethoven, c'est effectivement aussi une figure emblématique. J'ai pas mal étudié d'ailleurs ces quatuors à cordes. Et une maîtrise de la composition et de ce format qui est impressionnante. Et donc c'est effectivement quelqu'un dont j'écoute beaucoup la musique et que j'ai beaucoup étudié. Et notamment je suis allé voir il y a un film qui s'appelle A Late Quartet, et qui est l'histoire d'un quatuor à cordes et qui joue notamment les quatuors à cordes de Beethoven. Vous m'avez envoyé également dans cette petite playlist un morceau de Stravinsky, piano rag music. Il fait partie de ces compositeurs qui ont évidemment été influencés par le jazz, puisque dans les années 30-40, c'était quand même la musique commerciale du moment, et il y a beaucoup de compositeurs de cette époque en Europe qui ont été influencés par des éléments de jazz. Stravinsky, parmi tant d'autres, Darius Milhaud a également été très influencé, Ravel, Debussy ont été influencés par différents éléments. Stravinsky, quand même, s'il y avait un élément, enfin c'est difficile de réduire hein, des talents aussi énormes que Stravinsky, mais un des éléments importants dans la musique de Stravinsky, c'est le rythme. Et donc effectivement, c'est quelque chose puisqu'il a beaucoup travaillé avec les musiques folkloriques de Russie. Donc il était toujours très sensible à l'élément rythmique. Donc forcément, le jazz a été quelque chose aussi qui l'a intéressé. Darius Milhaud, Ravel, c'était plus le côté harmonique, les conceptions harmoniques et mélodiques hein, qui l'ont influencé. Et donc voilà, bon, ça sont des compositeurs
que j'ai beaucoup étudié aussi. Et donc voilà. Donc Stravinsky, c'est vraiment pour moi sa musique me touche tout simplement. Hein. Je veux dire, il y a aussi un moment où faut arrêter d'intellectualiser, de se demander pourquoi sa musique me touche. Et point barre. Voilà. Ces musiques-là alimentent aussi votre jeu, votre travail de composition et de création en jazz. Oui. C'est pas forcément. Forcément, ça a des influences. On s'en rend pas forcément compte. Mais je veux dire, tout va avoir une influence. Tout ce qu'on fait en tant que dans notre vie de tous les jours va avoir une influence sur notre travail de musicien et d'artiste. Hein, je veux dire, un peintre, un sculpteur, un photographe, tout va avoir une influence sur notre travail. D'étudier ces musiciens, moi j'aime bien étudier j'ai beaucoup de scores, j'achète beaucoup de scores de ces compositeurs-là parce que c'est des mines de connaissances. Je veux dire, à chaque fois que j'ouvre une partition d'orchestre, même si je l'ai étudiée en long, en large et en travers, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et souvent, on peut trouver une progression harmonique qui nous parle ou des figures rythmiques qui déclenchent quelque chose dans notre corps, qui font que c'est une source d'inspiration, et puis peut-être ça va être le début d'une composition. Ça peut nous donner des idées pour des arrangements. Enfin, c'est vraiment la meilleure chose à faire, hein, pour ce qui me concerne, c'est d'étudier les scores des grands maîtres, quoi. Hein. Dans un autre ordre d'idée, vous m'avez envoyé The Loop. De quoi il s'agit cette fois? The Loop, c'est une composition de Vincent Herring. Vincent Herring, qui est un superbe saxophoniste alto, qui est vraiment dans la tradition de Cannonball Adderley. Et Cannonball Adderley, c'était une de mes grandes influences toujours, hein, d'ailleurs, mais quand j'étais môme, c'était vraiment un des saxophonistes, dont le son me touchait particulièrement, parce que c'est quand même le son qui est le plus important. C'est ça qui touche vraiment les gens, plus que la complexité de la construction mélodique ou des compositions. Ce qui parle vraiment à tout le monde et ce qui touche ou pas les gens en premier lieu, c'est le son. Et donc Cannonball Adderley, c'est vraiment pour moi le son de saxophone par excellence, quoi. Et donc Vincent Herring est vraiment dans cette tradition-là. Et donc voilà, par extension, je suis un fan de Vincent Herring. Merci beaucoup Alex Terrier pour toutes ces informations. Vous nous avez livré un petit peu votre manière de travailler, votre manière d'écouter les musiciens, les morceaux que vous écoutez, les musiques qui vous ont influencé. Maintenant, honneur à vous. Peut-être on va se quitter avec un morceau de votre album qui s'appelle Round Trip, je le rappelle encore une fois. Merci beaucoup Alex Terrier. Merci Bob, à bientôt.